Mon fils de 7 ans est rentré à la maison en tremblant et a murmuré, « Tati m'a dit d'attendre dehors dans le froid pendant qu'ils ouvraient les cadeaux. » Je n'ai pas posé de questions. J'ai conduit directement chez eux, je suis entré et, sans réfléchir, j'ai commencé à emporter tout ce que j'avais payé. Ma sœur a crié, « Papa a bloqué la porte. » Mais ce que j'ai fait ensuite a fait taire toute la famille. Bonjour à tous, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous proposer un contenu génial. Votre soutien signifie beaucoup. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Steven. J'ai 34 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise en étant celui sur qui on peut compter dans une famille, c'est que cette fiabilité devient invisible dès que vous la fournissez de manière constante. Pendant 7 ans, j'ai été le moteur silencieux qui a fait tourner la vie de ma sœur Amanda, non pas parce qu'elle l'avait demandé gentiment, non pas parce que quelqu'un l'avait reconnu, mais parce que c'est ce que je pensais que les familles faisaient. Après l'accident de nos parents, alors qu'Amanda avait 25 ans et qu'elle avait du mal avec 2 jeunes enfants, je suis intervenu. J'ai couvert son hypothèque. Chaque mois, 2100 $ étaient virés de mon compte au sien. J'ai payé ses factures de services publics, son assurance automobile, les cours de musique et les frais de sport de ses enfants. J'ai financé ses courses d'épicerie et ses visites vétérinaires d'urgence, ainsi que les fournitures scolaires de dernière minute. Les calculs étaient simples, en réalité. En 7 ans, je lui avais donné plus de 180 000 $. La gratitude était encore plus simple, 0. Je travaille comme comptable dans une entreprise de taille moyenne du centre-ville. Mes journées sont prévisibles. Mon appartement est petit, et ma vie tourne autour d'une seule personne qui compte vraiment pour moi, mon fils, Ryan. Il a 7 ans, il a les yeux brillants et il est doux, le genre d'enfant qui remarque quand quelqu'un est triste et qui demande s'il a besoin d'un câlin. Je l'élève seul depuis que sa mère est partie quand il avait 2 ans. Elle voulait la liberté plus que la famille. Je voulais Ryan plus que tout. Amanda, en revanche, voulait le confort. Elle vivait dans une maison de 4 chambres en banlieue avec son mari, Grégory, et leurs 2 enfants, Olivia et Raymond. La maison avait des comptoirs en granit et un garage pour 3 voitures. Les enfants allaient à l'école privée. Grégory travaillait dans la vente, mais il ne semblait jamais rapporter assez d'argent à la maison pour correspondre à leur style de vie. Cet écart, je le comblais tranquillement, invisiblement. Mes parents adoraient Amanda, ils l'avaient toujours adorée. C'est elle qui avait droit aux fêtes d'anniversaire avec des arches de ballons et des repas traiteurs. Moi, j'avais droit à un gâteau de l'épicerie s'ils s'en souvenaient. C'est elle dont ils se vantaient à l'église. Moi, c'est moi qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelqu'un de fiable pour résoudre un problème. Amanda était l'enfant chéri. J'étais le plan de secours. Même maintenant, à 34 ans, je jouais ce rôle. Je n'ai jamais parlé à personne de l'argent que j'envoyais, ni à mes parents, ni à mes amis, ni même à Ryan. J'avais l'impression que c'était la bonne chose à faire, comme si, peut-être, si je continuais à aider, ils finiraient par me voir, vraiment me voir. Mais les gens ne voient pas ce qu'ils tiennent pour acquis. Ils voient ce qu'ils veulent voir, et ce que ma famille voyait quand ils me regardaient, c'était une présence calme et stable qui ne causait jamais de problème et qui était toujours là quand on avait besoin d'elle. Je pensais que c'était suffisant. Je pensais qu'être celui sur qui on pouvait compter signifiait que j'étais apprécié, même si personne ne le disait à voix haute. Je me suis trompé. C'était un vendredi soir à la mi-décembre que tout ce que je croyais sur la famille s'est brisé en l'espace de 30 secondes. Ryan avait été invité chez Amanda pour une réunion de Noël. Elle avait appelé 2 jours plus tôt. « Amène Ryan vendredi vers 17 h, avait-elle dit, sa voix douce et désinvolte. Les enfants ouvrent des cadeaux en avance. Ce sera amusant. J'avais été surpris. Les invitations d'Amanda étaient rares. J'ai dit oui immédiatement, et j'ai même proposé d'apporter des biscuits. Elle a ri et a dit, amène juste Ryan. À plus tard. Je l'ai déposé à 17 h, le regardant monter jusqu'à sa porte d'entrée avec un petit cadeau emballé qu'il avait choisi pour Olivia. Les lumières du porche brillaient chaleureusement. À travers la fenêtre, je pouvais voir un arbre de Noël illuminé de lumières scintillantes. Il avait l'air parfait. Il avait l'air d'une famille. Je suis rentré chez moi et j'ai préparé le dîner pour m'attendant à aller chercher Ryan vers 20 h.
À 18h30, mon téléphone a sonné. C'était le mari d'Amanda, Grégory. Et, Steven. Ryan est prêt. Tu peux venir le chercher. J'ai froncé les sourcils. Déjà? Je pensais que la fête durait jusqu'à 20h. Oui, eh bien, il est prêt maintenant. Sa voix était coupée, dédaigneuse. L'appel s'est terminé avant que je puisse demander quoi que ce soit d'autre. Le trajet de retour à la maison d'Amanda a duré 12 minutes. J'ai passé chacune d'elles à me demander pourquoi Ryan partait plus tôt. Peut-être qu'il ne se sentait pas bien. Peut-être qu'il était fatigué. Je me suis garé dans l'allée d'Amanda et j'ai envoyé un SMS pour dire que j'étais dehors. Une minute plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Ryan est sorti seul, son manteau mal fermé, les mains enfoncées dans ses poches. Dès que Ryan est monté dans la voiture, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, ses mains tremblaient. Il a cliqué sa ceinture de sécurité avec des doigts maladroits et a regardé droit devant lui, sans rien dire. J'ai attendu que nous soyons sortis du quartier d'Amanda avant de parler. « Chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Sa voix, quand elle est finalement venue, était petite et tendue. J'ai attendu dehors. Je l'ai regardé, confus. Dehors où? Dehors, dans le froid. Sa respiration s'est coupée. Tati Amanda m'a dit d'attendre sur le porche pendant qu'ils ouvraient les cadeaux. Elle a dit, tu peux entrer après. Pour l'instant, c'est juste pour la famille. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai garé la voiture sur le bord de la route, les mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je me suis tourné pour regarder Ryan. Ses yeux étaient rougis, mais il ne pleurait pas. Il se retenait comme les enfants le font quand ils pensent que pleurer va empirer les choses. Elle t'a fait attendre dehors? Ma voix était trop calme, trop contrôlée. En décembre? Il a acquiescé. Pendant longtemps, je pouvais les entendre rire à l'intérieur. Olivia et Raymond ouvraient des cadeaux. Je les ai vus à travers la fenêtre. De grandes boîtes avec des nœuds. Il a avalé difficilement. J'ai frappé une fois parce que mes doigts étaient froids. Tati Amanda a entrouvert la porte et a dit, « Ryan, je t'ai dit d'attendre. On t'appellera quand ce sera le moment. » Puis elle a refermé la porte. Un souvenir m'a traversé l'esprit, soudain et vif. J'avais 16 ans. C'était la fête d'anniversaire d'Amanda, celle avec le barbecue dans le jardin et le DJ et la moitié du quartier invité. J'étais arrivé avec une carte que j'avais faite moi-même parce que je n'avais pas d'argent pour un vrai cadeau. Je la lui avais tendue devant ses amis. Elle l'avait ouverte, l'avait regardée, puis l'avait jetée sur une table sans un mot. Un de ses amis avait ri. « C'est tout? Juste une carte ?» Amanda avait haussé les épaules. « C'est de Steven. » Tu t'attendais à quoi? J'étais resté là, figé, pendant qu'il passait au cadeau suivant comme si je n'étais même pas là. Ce soir-là, j'étais rentré à la maison et je m'étais dit que ce n'était pas grave, qu'elle était jeune, que j'avais mal compris. Mais je n'avais pas mal compris. J'avais juste eu trop peur d'admettre la vérité. Je regardais Ryan maintenant, assis sur le siège passager avec son manteau mal fermé et ses mains qui tremblaient encore, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré. « Est-ce que grand-mère et grand-père t'ont vu dehors ?» J'ai demandé. Oui, grand-père est passé devant la fenêtre une fois. Il m'a vu, mais il n'a pas ouvert la porte. Ma mâchoire s'est serrée. Mes parents étaient là. Ils avaient vu mon fils debout dehors dans le froid, exclu et humilié, et ils n'avaient rien fait. Je suis retourné sur la route et je suis rentré chez moi en silence. Ryan n'a pas dit un mot de plus. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, je lui ai fait un chocolat chaud et je me suis assis avec lui sur le canapé pendant qu'il le sirotait lentement. Ses mains ont finalement cessé de trembler. Au bout d'un moment, il s'est endormi la tête sur mon épaule, la tasse vide en équilibre sur ses genoux. Je suis resté assis là pendant longtemps, fixant le mur, repassant les mots de Ryan encore et encore. C'est juste pour la famille. C'est ce qu'Amanda avait dit, comme si Ryan n'était pas de la famille, comme si je n'étais pas de la famille, comme si ces temps de paiements hypothécaires et d'argent pour l'épicerie et de primes d'assurance et de factures de services publics ne signifiaient rien, comme si 180 000 $ de soutien silencieux était juste quelque chose que je leur devais par défaut. J'ai pensé à chaque mois où j'avais viré de l'argent à Amanda sans poser de questions,
à chaque fois que j'avais couvert une dépense d'urgence ou une fête d'anniversaire d'enfant ou une réparation de voiture, à chaque fois que j'avais dit oui parce que je pensais que c'était ce que les bons frères faisaient. Et puis j'ai pensé à mon fils debout dehors sur un porche glacial, regardant à travers une fenêtre pendant que ses cousins ouvraient des cadeaux achetés avec l'argent que je fournissais. J'ai porté Ryan dans son lit, je l'ai bordé et j'ai fermé la porte doucement. Puis je suis entré dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti 7 ans de relevés bancaires, transaction après transaction, $2100 par ici, $340 par là, $87, $520, $1200. Chaque dollar que je lui avais donné était documenté, et chaque dollar allait être justifié. Je me suis assis à mon bureau jusqu'à 2 heures du matin à parcourir des années de documents financiers. Les chiffres racontaient une histoire que j'avais été trop aveugle pour voir, ou peut-être trop effrayé pour voir. Quoi qu'il en soit, les preuves étaient indéniables. Je n'avais pas seulement aidé Amanda. J'avais construit toute sa vie. Paiements hypothécaires, $2100 par mois pendant 84 mois. Cela faisait $176 400. Facture de service public d'une moyenne de $280 par mois. Cela faisait $23 520 sur 7 ans. Assurance automobile pour elle et Grégory, $190 par mois, encore $16 000. Épicerie et dépenses ménagères, au moins $400 par mois quand elle appelait en panique. Cela ajoutait encore $33 600. Activité des enfants, fourniture scolaire, quote-part médicale, réparation d'urgence. Tout cela canalisé à travers moi tranquillement sans fanfare. J'avais gardé un compte approximatif dans ma tête au fil des ans, mais voir tout cela étalé noir sur blanc m'a retourné l'estomac. Total, $267 000. $250 000 donnés librement à quelqu'un qui venait de faire attendre mon fils dehors dans le froid parce qu'il n'était pas de la famille. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, les yeux brûlants à cause des reflets de l'écran et de la fatigue. Mon appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et du faible bruit de la respiration de Ryan à travers les murs. Il était en sécurité. Il avait chaud. Il était aimé. Mais ce soir, il avait appris une leçon qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à apprendre, que certaines personnes se fichent de ce que vous donnez. Ils ne se soucient que de ce qu'ils peuvent prendre. J'ai pensé à appeler Amanda. J'ai pensé à lui envoyer un SMS, à exiger une explication, à lui demander comment elle pouvait faire ça à un enfant, à mon enfant. Mais je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle minimiserait les faits. Elle les déformerait. Elle ferait croire que j'exagérais, que Ryan avait mal compris, que ce n'était pas grave. C'était son schéma, détourné, rejeté, manipulé. Je l'avais vu le faire à Grégory, à nos parents, à quiconque la remettait en question. Et j'avais laissé faire parce que je voulais croire en quelque chose qui n'existait pas. Je voulais croire en une version de la famille où la loyauté comptait, où les sacrifices étaient reconnus, où l'amour était mutuel. Mais la croyance ne change pas la réalité. La réalité, c'est un garçon de 7 ans qui tremble dans une voiture parce que sa tante lui a dit qu'il n'était pas assez de la famille pour être à l'intérieur. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai fixé l'écran assombri. Mon reflet me regardait, ombragé et déformé. Pendant 7 ans, j'avais joué le rôle qu'il voulait que je joue, celui sur qui on peut compter, celui qui est fiable, celui qui est invisible. Je me disais que c'était noble, que je faisais la bonne chose. Mais la noblesse sans respect n'est pas noble. C'est juste de l'esclavage avec une meilleure image de marque. J'ai pensé au visage de Ryan ce soir, à la façon dont il avait fait de son mieux pour ne pas pleurer, à la façon dont il s'était ressaisi jusqu'à ce que nous rentrions à la maison, comme s'il ne voulait pas me peser avec sa douleur. Mon fils avait plus de dignité dans son silence que toute ma famille n'en avait dans sa cruauté. Et c'est alors que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas me disputer avec eux. Je n'allais pas m'expliquer ou supplier pour des excuses ou essayer de les faire comprendre. J'avais passé 7 ans à espérer qu'ils me verraient, et tout ce que cela m'avait valu, c'était un enfant humilié sur un porche. Alors, j'en avais fini d'espérer. J'en avais fini de demander. J'en avais fini d'être invisible. Je me suis levé de mon bureau, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mon application bancaire. Le paiement hypothécaire sur le compte d'Amanda était programmé pour être transféré automatiquement dans 3 jours. Je l'ai annulé. Puis j'ai annulé le paiement des services publics, l'assurance, le fonds d'épicerie, le compte d'urgence que j'avais mis en place il y a des années au cas où elle aurait besoin d'argent rapidement. Un par un, j'ai rompu tous les liens financiers,
puis je me suis rassis et j'ai commencé à élaborer un plan. C'était samedi matin quand j'ai chargé 2 bacs de rangement vides dans le coffre de ma voiture. Ryan était chez un ami pour une soirée pyjama, ce qui signifiait que j'avais toute la journée. Je lui ai dit que je devais faire des courses. Il m'a fait un câlin d'au revoir et a dit « Je t'aime, papa », comme le font les enfants quand ils croient encore que le monde est sûr. Je voulais garder cette croyance vivante pour lui aussi longtemps que possible. Mais le garder en sécurité signifiait tracer des limites, et les limites, j'apprenais, exigeaient parfois une terre brûlée. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Amanda à 10 heures du matin, en prenant le long chemin par les rues secondaires au lieu de l'autoroute. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour me préparer, pour m'assurer que je ne reculerais pas dès que je verrais son visage. La maison d'Amanda se trouvait au bout d'un cul-de-sac, le genre de rue où chaque pelouse était parfaitement tondue et où chaque boîte aux lettres était assortie. C'était l'image même de la réussite en banlieue, le genre de vie que les gens travaillaient des décennies pour atteindre. Sauf qu'Amanda n'avait pas travaillé pour cela. C'était moi. J'ai pensé à la première fois que je lui avais envoyé de l'argent. Elle m'avait appelé en larmes en disant que l'hypothèque était en retard et que le chèque de commission de Grégory n'était pas arrivé. Elle avait dit que c'était juste cette fois-ci, juste jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Je lui avais viré 2400$ sans hésitation. C'était il y a 7 ans. Le juste cette fois-ci s'était transformé en tous les mois. Les urgences étaient devenues une routine, et mon compte bancaire était devenu son filet de sécurité. Mais les filets de sécurité ne sont pas censés être permanents. Ils sont censés vous rattraper pendant que vous cherchez comment vous tenir debout tout seul. Amanda n'avait jamais essayé de se tenir debout. J'ai pensé à l'arbre de Noël que j'avais vu à travers sa fenêtre hier soir, celui avec les lumières scintillantes et la pile de cadeaux emballés en dessous. J'avais payé cet arbre. J'avais payé ces cadeaux. J'avais payé le toit au-dessus de leur tête et le chauffage qui les gardait au chaud et l'électricité qui illuminait cette scène parfaite et heureuse. Et ils avaient fait attendre mon fils dehors. Je me suis garé dans son allée, derrière son VUS. Le véhicule était neuf, un modèle argenté élégant avec des sièges en cuir et un toit ouvrant. Elle l'avait acheté il y a 8 mois, juste après que je lui ai envoyé 3000$ supplémentaires pour ce qu'elle appelait une urgence de voiture. J'avais supposé que la vieille voiture avait besoin de réparation. Apparemment, urgence signifiait mise à niveau. Je suis resté assis dans la voiture pendant un moment, les mains posées sur le volant. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur. Amanda est passée devant, le téléphone collé à son oreille, riant à quelque chose. Elle avait l'air détendue, heureuse, indifférente. Bien sûr, elle était indifférente. Pourquoi ne le serait-elle pas? Dans son monde, l'argent apparaissait quand elle en avait besoin. Les problèmes se résolvaient d'eux-mêmes. Les conséquences n'existaient pas. Je suis sorti de la voiture, j'ai pris les bacs de rangement dans le coffre et je suis monté jusqu'à la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. J'avais une clé. Elle me l'avait donnée il y a 3 ans, à l'époque où j'étais encore utile pour les urgences, comme laisser entrer les réparateurs ou aller chercher les enfants à l'école. La clé a tourné en douceur dans la serrure. J'ai ouvert la porte et je suis entré. La maison sentait les bougies à la cannelle et le café frais. Le salon était impeccable, décoré pour Noël avec des guirlandes et des bas et un arbre massif dans le coin. Je pouvais entendre des voix venant de la cuisine, le rire d'Amanda, le murmure bas de Grégory, le ton bourru de mon père. Je me suis dirigé vers la cuisine, mais pas silencieux sur la moquette moelleuse, une moquette que j'avais aidé à payer lors de l'urgence de revêtement de sol de l'année dernière. Quand je suis arrivé à l'embrasure de la porte, je me suis arrêté. Amanda était appuyée contre le comptoir, le téléphone toujours à la main. Grégory était assis à la table de la cuisine, faisant défiler son propre téléphone. Mon père était debout près de la cafetière, se servant une tasse. Aucun d'eux ne m'a remarqué au début, puis Amanda a levé les yeux, ses yeux se sont écarquillés. « Steven, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé, et je me suis demandé comment j'avais passé tant d'années à penser qu'elle méritait mon aide. « Nous devons parler, » ai-je dit, ma voix calme et égale. Elle a froncé les sourcils. « De quoi ? » « De tout ce que je t'ai donné et de tout ce que je reprends. » Les sourcils d'Amanda se sont encore plus froncés. Elle a posé son téléphone sur le comptoir, croisant les bras. « Reprendre ? Steven, de quoi tu parles ? » Je suis entré complètement dans la cuisine, posant l'un des bacs de rangement vides sur le sol avec un bruit sourd.
Grégory a levé les yeux de son téléphone, confus. Mon père s'est retourné, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Je parle des 267 000 $ que je t'ai donnés au cours des 7 dernières années, ai-je dit. Les paiements hypothécaires, les factures de services publics, l'assurance automobile, l'épicerie, les fonds d'urgence, tout. Amanda a cligné des yeux. Steven, ce n'est pas le moment. Hier soir, tu as fait attendre mon fils de 7 ans dehors dans le froid pendant que tes enfants ouvraient des cadeaux. Ma voix est restée calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Tu lui as dit qu'il n'était pas de la famille, alors je suis ici pour récupérer ce qui appartient à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Grégory s'est levé de la table. Et, attends. Ryan a dit qu'il voulait t'attendre dehors. Non, je l'ai interrompu. Ne me mens pas, Ryan m'a dit exactement ce qui s'est passé. Amanda lui a dit d'attendre sur le porche. Elle a dit que c'était juste pour la famille. Il est resté dehors en décembre pendant que vous vous amusiez tous à l'intérieur. Mon père est passé devant la fenêtre et l'a vu. Personne n'a ouvert la porte. Mon père a posé sa tasse de café, son expression mal à l'aise. Steven, tu réagis de façon excessive. C'était un malentendu. Vraiment? Je l'ai regardé directement. Parce que de là où je suis, cela semble assez clair. Amanda a toujours été de la famille pour toi. J'ai toujours été le plan de secours, celui que tu appelles quand tu as besoin de quelque chose de réparé. Eh bien, j'en ai fini de réparer les choses pour les gens qui ne me respectent pas, ni moi ni mon fils. Le visage d'Amanda est devenu rouge. Tu es ridicule. Ryan aurait pu entrer à tout moment. Il n'a juste pas frappé assez fort. Il a frappé. Tu lui as dit d'attendre. J'étais au milieu de quelque chose. Tu étais au milieu de l'ouverture de cadeaux que j'ai payé. Le silence est tombé sur la cuisine comme une pierre dans l'eau calme. Amanda m'a regardé fixement. Quoi? Tu m'as entendu. Je me suis penché, j'ai ramassé le bac de rangement et je suis passé devant elle dans le salon. La cafetière que je lui avais achetée il y a 2 Noëls était posée sur le comptoir. Je l'ai débranchée, j'ai enroulé le cordon autour de la base et je l'ai placé dans le bac. Steven, qu'est-ce que tu fous? La voix d'Amanda est devenue plus aiguë. Elle m'a suivi dans le salon. Grégory était juste derrière elle. Je reprends ce que j'ai payé, dis-je calmement. Je me suis approché du meuble TV et j'ai commencé à débrancher le téléviseur, 65 pouces en résolution 4K. Je lui avais envoyé 1 800 $ pour cela après qu'elle ait dit que leur ancienne télé était tombée en panne de façon inattendue. Tu ne peux pas simplement prendre nos affaires. La voix d'Amanda se brisa d'incrédulité. Ce ne sont pas vos affaires. C'est à moi. Je l'ai acheté. Je l'ai payé. Vous l'avez juste emprunté. J'ai soulevé le téléviseur avec précaution, je l'ai porté jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai posé. Puis je suis retourné chercher la barre de son. Grégory s'est placé devant moi. Steven, arrête. C'est insensé. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Grégory avait toujours été agréable avec moi, poli, mais il avait aussi été complice. Il avait regardé Amanda m'appeler pour de l'argent tous les mois. Il avait profité de ma générosité. Et hier soir, il avait laissé mon fils dehors dans le froid sans dire un mot. Bouge, dis-je calmement. Il n'a pas bougé. Tu es bouleversé. Je comprends. Mais tu ne peux pas juste je peux, et je le fais. Maintenant, bouge. Quelque chose dans mon ton a dû le convaincre. Il s'est écarté. J'ai débranché la barre de son, je l'ai ajoutée à la pile croissante près de la porte et je suis retourné dans le salon. La console de jeu sous le téléviseur, disparut. La tablette en charge sur la table d'appoint, disparut. Le haut-parleur intelligent dans le coin, disparut. La voix d'Amanda s'éleva presque en cri. Papa, tu vas juste rester là. Mon père sortit finalement de la cuisine. Steven, mon fils, parlons-en. J'en ai fini de parler, dis-je, continuant mon retrait méthodique des objets. J'ai passé 7 ans à parler, 7 ans à aider, 7 ans à être invisible. Hier soir, vous avez prouvé ce que je savais déjà. Je ne suis pas de la famille. Je suis un portefeuille. Alors, je ferme le portefeuille. Je travaille systématiquement, me déplaçant dans la maison comme un auditeur, faisant l'inventaire. Dans la cuisine, la cafetière,
le mixeur que j'avais acheté après que le sien soit tombé en panne, l'ensemble de casseroles en acier inoxydable que j'avais envoyé comme cadeau de pendaison de crémaillère quand ils avaient emménagé, tout est allé dans les bacs du salon. Le téléviseur, la barre de son, la console de jeu, le haut-parleur Bluetooth, les lampes décoratives que j'avais choisies et payées quand Amanda avait dit que la maison était trop sombre. Dans le couloir, l'œuvre d'art encadrée que je lui avais achetée pour son anniversaire il y a 3 ans, le porte-manteau, le petit banc près de la porte. Chaque article que je touchais, je m'en souvenais. Je me souvenais de la raison pour laquelle je l'avais acheté, de l'excuse qu'elle avait donnée, de la gratitude qu'elle n'avait jamais offerte. Amanda me suivait de pièce en pièce, sa voix montant de plus en plus haut avec chaque article que je retirais. « Steven, arrête. Tu es fou. Tu ne peux pas faire ça. » Grégory essaya de raisonner. « Écoute, mec. On va trouver une solution. On te remboursera. »« Avec quel argent ?» demandai-je, sans le regarder. « L'argent que je vous envoie tous les mois. Parce que ça s'arrête aujourd'hui. » Mon père, debout dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le salon, parla finalement avec une certaine autorité. « Steven, ça va trop loin. Ta sœur a besoin de... » Je m'arrêtai, me tournai, le regardai droit dans les yeux. « De quoi a-t-elle besoin, papa ?»« Parce que depuis 7 ans, on me dit qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin de soutien. Elle a besoin de quelqu'un pour payer son hypothèque, ses factures, ses urgences. Et je l'ai fait. Je lui ai donné tout ce qu'elle a demandé. Et vous n'avez jamais dit merci. Vous ne l'avez jamais reconnu. Vous n'avez jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Alors ne me dites pas ce dont elle a besoin. Dites-moi ce que je méritais. » Il ouvrit la bouche, la referma, détourna le regard. C'est bien ce que je pensais. J'ai sorti une pile de papier plié de la poche de ma veste et je les ai posés sur la table basse. Le bruit du papier heurtant le bois résonna dans le silence tendu. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Amanda, sa voix tremblant maintenant. « C'est un registre, dis-je. Chaque paiement que je vous ai fait au cours des 7 dernières années. Date, montant, objectif, tout est documenté. » J'ai déplié la feuille du dessus et j'ai lu à voix haute. Janvier 2018, paiement hypothécaire $2100. Février 2018, paiement hypothécaire $2100. Mars 2018, paiement hypothécaire $2100, plus fonds d'urgence pour l'épicerie $400. Avril 2018. Arrête, murmura Amanda. Je ne m'arrêtais pas. Juillet 2019. Paiement hypothécaire $2100. Assurance auto $190. Facture de service public $310. Acompte pour le camp d'été des enfants $500. Août 2019. Paiement hypothécaire $2100. J'ai dit arrête. La voix d'Amanda se brisa. Des larmes coulèrent sur ses joues maintenant. D'accord, d'accord. Je comprends. Tu m'as aidé. Tu nous as aidés. Je suis désolé, d'accord. Je suis désolé pour hier soir. Ryan peut venir à tous les événements à partir de maintenant. Je le jure. Il ne s'agit pas d'événements, Amanda. J'ai plié les papiers et les ai remis dans ma poche. Il s'agit de respect, et vous ne m'avez jamais respecté. Vous m'avez toléré. Vous m'avez utilisé, mais vous ne m'avez jamais respecté. Le visage de Grégory était devenu pâle. On ne savait pas que tu ressentais ça. Vous n'avez pas demandé. Steven, s'il te plaît, la voix d'Amanda était suppliante maintenant. Nous avons besoin de ce paiement hypothécaire. Il est dû dans 3 jours. Si on le manque, on aura des frais de retard. Et si on le manque encore le mois prochain, on recevra un avis. Et si on continue de le manquer, on perdra la maison. J'ai ramassé un des bacs de rangement, maintenant rempli d'électronique et d'articles de cuisine. Mais ce n'est plus mon problème. La voix de mon père était dure. Tu laisserais ta propre sœur perdre sa maison à cause d'un malentendu avec un enfant? Je le regardais, son visage ridé par l'âge et la déception, ses yeux toujours vifs et accusateurs, l'homme qui ne m'avait jamais demandé comment j'allais, même si je saignais à blanc mon épargne pour son enfant chéri. Ce n'était pas un malentendu, dis-je. C'était de la cruauté, et j'en ai fini de l'encourager. Je marchais vers la porte d'entrée en portant le bac. Derrière moi, j'entendais Amanda sangloter. Grégory disait quelque chose d'une voix basse et urgente.
Mon père se tenait immobile au milieu du salon, sa tasse de café oubliée. J'ai mis le premier bac dans mon coffre et je suis revenu chercher le deuxième. Quand je suis revenu à l'intérieur pour le deuxième bac, Amanda était au téléphone. Sa voix était frénétique, aiguë. « Maman, tu dois lui parler. Il prend tout. Il dit qu'il nous coupe les vivres. Maman, s'il te plaît, tu dois. » Elle s'arrêta, écouta. Son visage s'effondra. « Comment ça, tu ne peux pas ? Maman, on a besoin de une autre pause. » Très bien, très bien. Merci pour rien. Elle a terminé l'appel et a jeté son téléphone sur le canapé. Il a rebondi une fois et a glissé sur le sol. J'ai ramassé le deuxième bac de rangement, maintenant rempli de plus d'appareils de cuisine, du banc du couloir et de deux des photos encadrées des murs, des photos de la famille d'Amanda, souriante, heureuse, parfaite. Pas de photos de moi. Il n'y en avait jamais eu. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas nous aider, dit Amanda, sa voix creuse. Maman a dit qu'il n'avait pas d'argent. Elle a dit qu'on aurait dû être plus responsable. J'ai presque ri. L'ironie était trop forte. C'est ça, être coupé des vivres, dis-je, demander de l'aide et se faire dire non. Grégory arpentait maintenant la pièce, passant ses mains dans ses cheveux. Steven, écoute. On va trouver une solution. On va établir un plan de remboursement. On te remboursera chaque centime. Vous ne pourriez pas me rembourser si vous essayez, dis-je, mon ton plat. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous l'avez toujours fait. Amanda m'appelle tous les mois parce que vos revenus ne couvrent pas votre style de vie. Et je l'ai encouragé. J'ai rendu possible pour vous d'éviter les conséquences. Mais encourager, ce n'est pas aider. C'est faire du mal avec un sourire. J'ai porté le deuxième bac jusqu'à la porte. Mon père s'est placé devant moi, bloquant la sortie. Steven, tu dois réfléchir à ce que tu fais. Pense aux enfants de ta sœur. Pense à Olivia et Raymond. Ils sont innocents dans tout ça. Pour la première fois de la journée, mon calme s'est fissuré, juste un peu, juste assez pour qu'ils voient la colère en dessous. Je pense aux enfants tout le temps, papa. Je pense à Ryan debout sur ce porche hier soir, tremblant de froid pendant que ses cousins ouvraient des cadeaux. Je pense à la façon dont il a essayé de ne pas pleurer parce qu'il ne voulait pas me déranger. Je pense à la façon dont il a dit, tante m'a dit que c'était juste pour la famille, comme s'il le croyait, comme s'il croyait qu'il n'était pas assez bien pour être à l'intérieur. La mâchoire de mon père se serra. C'était une erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Amanda a choisi de l'exclure. Vous avez choisi de laisser faire, et je choisis de m'en aller. Alors, bouge. Il me fixa pendant un long moment. Puis, lentement, il s'écarta. Je suis sorti, j'ai chargé le deuxième bac dans ma voiture et je suis revenu à l'intérieur une dernière fois. Amanda était assise sur le canapé maintenant, son visage enfoui dans ses mains. Grégory se tenait près de la fenêtre, regardant le vide. Mon père s'était réfugié dans la cuisine, sa tasse de café toujours posée intacte sur le comptoir. Je me suis approché de la table basse et j'ai placé un autre document sur le dessus de la pile de papier déjà là. C'était un courriel imprimé, une confirmation d'annulation de la société hypothécaire montrant que mon paiement automatique avait été arrêté. En dessous, j'ai placé un deuxième document, un avis de la compagnie de service public confirmant ma demande de fermeture de compte. En dessous de ça, l'annulation de l'assurance auto, le retrait du fonds d'épicerie, la fermeture du compte d'urgence, tous les liens financiers que j'avais maintenus pendant 7 ans, rompus en une seule nuit. Amanda leva les yeux, ses yeux rouges et gonflés. Elle vit les documents. Son visage devint blanc. « Tu l'as vraiment fait, murmura-t-elle. Tu nous as vraiment coupé les vivres. » Je l'ai fait. Je me suis redressé, la regardant une dernière fois. Pendant 7 ans, j'ai été ton filet de sécurité, ton plan de secours, ton guichet automatique, et la seule fois où je t'ai demandé de traiter mon fils avec une décence élémentaire, tu as échoué. Alors oui, je vous ai coupé les vivres complètement. La voix de Grégory venait de la fenêtre, tendue. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ce que tout le monde fait? Débrouillez-vous, dis-je. Je me tournai vers mon père. Il me regardait depuis l'embrasure de la cuisine, son expression illisible. Tu l'as choisi, dis-je calmement. À chaque fois, tu l'as choisi. Tu m'as dit d'être patient, d'être compréhensif, de l'aider, et je l'ai fait.
Mais quand elle a blessé mon fils, tu m'as dit que je réagissais de façon excessive. Alors, tu as fait ton choix, et maintenant je fais le mien. Il ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à dire. Je marchai vers la porte, fis une pause sur le seuil et jetai un dernier regard en arrière sur la maison que j'avais payée, les meubles que j'avais achetés, la vie que j'avais construite pour des gens qui ne m'avaient jamais remercié. Au revoir, Amanda, dis-je. Bonne chance. Et puis je suis sorti, fermant la porte derrière moi avec un clic doux et final. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de le faire. J'en avais assez vu. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de l'impasse, de la rue de banlieue parfaite, de la famille qui n'avait jamais vraiment été ma famille. Les bacs de rangement cliquetaient doucement dans le coffre alors que je tournais sur la route principale, et pour la première fois en 7 ans, je me suis senti léger. 3 semaines se sont écoulées avant que j'aie des nouvelles d'Amanda. C'est arrivé sous la forme d'un message texte envoyé à 23h un mardi. J'étais assis sur le canapé avec Ryan, en train de regarder un film que nous avions vu une douzaine de fois. Il riait d'une blague qu'il avait mémorisée, sa tête reposant contre mon bras. Le texte était long, désespéré. Il commençait par des excuses et se terminait par une demande d'un paiement hypothécaire de plus pour éviter une procédure de saisie. Entre les deux, il y avait des justifications, des explications et des promesses de changement. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Ryan leva les yeux vers moi. C'était important, papa. Non, dis-je, posant mon téléphone de côté. Plus maintenant. Il hocha la tête et se retourna vers le film. Simple comme bonjour. Dans son monde, les gens qui comptaient étaient présents. Les gens qui ne comptaient pas, ne l'étaient pas. J'apprenais à voir le monde comme lui. J'avais entendu dire par des connaissances communes ce qui s'était passé après mon départ. Le paiement hypothécaire avait, en fait, été en retard. La compagnie de service public avait envoyé un avis de déconnexion. L'assurance auto avait expiré. Grégory s'était démêlé pour couvrir les factures avec des cartes de crédit, mais la dette s'est accumulée rapidement. Ils ont mis la maison sur le marché dans les 2 semaines. Elle s'est vendue à perte. Amanda et Grégory ont déménagé dans une location, 2 chambres au lieu de 4, pas de comptoir en granit, pas de garage pour 3 voitures. Mes parents ont aidé avec le dépôt, bien que j'ai entendu dire que ma mère s'était plainte amèrement du coup. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela, aucune justification, juste un calme sentiment de finalité. L'argent que j'avais économisé en coupant les paiements, je l'ai mis dans un compte pour Ryan, fonds pour l'université, épargne d'urgence, l'avenir qu'il méritait. Chaque dollar que j'avais autrefois envoyé à Amanda allait maintenant à mon fils, à la personne qui m'appréciait réellement. Nous avons commencé de nouvelles traditions, crêpes le samedi matin, visite au parc le dimanche, soirée cinéma le vendredi. Des choses simples, des choses peu coûteuses, mais elles étaient à nous, et elles comptaient. Ryan n'a plus jamais posé de questions sur Amanda. Il n'a jamais demandé pourquoi nous n'allions pas rendre visite à grand-maman et grand-papa. Il semblait satisfait de la vie tranquille que nous avions construite, juste nous deux. Et honnêtement, moi aussi. Je pensais parfois à mon père, à l'expression sur son visage quand j'étais sorti de la maison d'Amanda. Je pensais à toutes les années où j'avais voulu son approbation, sa reconnaissance, sa fierté. Je l'avais poursuivi comme une ombre, toujours juste hors de portée. Mais je n'en avais plus besoin. J'avais trouvé quelque chose de mieux, le respect de soi. Un soir, environ un mois après que tout se soit produit, j'étais en train de coucher Ryan quand il a dit quelque chose qui m'a arrêté net. « Papa, tu penses que tante Amanda est fâchée contre nous ?» Je me suis assis sur le bord de son lit, lissant sa couverture. « Peut-être, mais ce n'est pas ta responsabilité, mon pote. » Il y réfléchit un instant. « Je suis content qu'on n'aille plus là-bas. » « Ouais, pourquoi ça ? » Parce qu'on avait toujours l'impression qu'on n'était pas vraiment voulu, qu'on était juste en trop. Il leva les yeux vers moi, ses yeux sérieux. « Mais ici avec toi, je ne me sens pas en trop. J'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. » Ma gorge se serra. Je le pris dans mes bras, le serrant fort. « Tu le es, dis-je calmement. Tu es exactement là où tu es censé être. » Après qu'il se soit endormi, je suis retourné au salon et je me suis assis dans le silence, pas de télé, pas de distraction, juste moi et mes pensées. Pendant 7 ans, j'avais été pris dans un cycle de dons sans recevoir. Je me disais que c'était de l'amour,
Mais l'amour n'est pas à sens unique. L'amour n'humilie pas. L'amour ne prend pas sans gratitude. Ce que j'avais donné à Amanda n'était pas de l'amour. C'était de la peur, peur d'être seul, peur de ne pas être nécessaire, peur d'admettre que la famille que je voulais n'existait pas. Mais je n'avais plus peur. J'avais choisi ma famille, et ma famille était le garçon de 7 ans qui dormait paisiblement au bout du couloir, celui qui me regardait comme si j'avais décroché la lune, celui qui disait « Je t'aime, papa », sans hésitation ni condition. C'était suffisant. Plus que suffisant. Je me suis penché en arrière sur le canapé, j'ai fermé les yeux et j'ai expiré lentement. Le poids que je portais depuis 7 ans avait disparu, et à sa place il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix.